France Info, 18h37, des centaines de messages publiés tout au long du week-end sur les réseaux sociaux avec un mot-clé, le hashtag #MeTooInceste, des victimes d'inceste qui, en quelques lignes, racontent ce qui s'est passé il y a quelques années ou encore des décennies. Lise Vogel est avec nous. Lise, c'est une vague de messages publiés après notamment la publication du livre de Camille Kouchner qui dénonce les agissements de son beau-père Olivier Duhamel. Oui, et l'ampleur du phénomène est telle que c'est désormais l'un des sujets les plus discutés sur le réseau social Twitter. Depuis ce week-end, il y a eu plus de 15 000 messages postés avec le hashtag #MeTooInceste. Alors cela donne lieu à une libération de la parole et on peut lire ce genre de témoignage. J'avais 16 ans, c'était mon père. J'ai décidé d'engager des poursuites contre lui et ma famille entière a explosé. J'ai encore les souvenirs de cette nuit affreuse. Un autre exemple, j'avais 7 ans, c'était mon cousin de 19 ans, j'en ai parlé à mes parents, ils lui ont juste dit c'est pas bien, il a recommencé sur mon petit frère. Alors face à ce déferlement de témoignages, le collectif féministe Nous Toutes prépare une campagne d'interpellation du gouvernement pour faire évoluer les politiques publiques sur ce sujet encore tabou. Un sujet tabou mais pourtant très concernant puisque d'après l'association Face à l'inceste, il y aurait 6 700 000 victimes en France, c'est-à-dire un Français sur 10. Et avec nous pour en parler, Yelena Anglade, bonsoir. Merci d'être avec nous sur France Info. Vous êtes youtubeuse et vous avez créé une chaîne YouTube, Elena la prophétie, qui raconte justement, qui sensibilise aux questions d'inceste. Vous nous raconterez également, parce que vous aussi vous avez été victime d'inceste dans votre famille. Avec nous également Pascal Cussig, bonsoir. Bonsoir. Avocat au barreau de Paris, président de l'association Coup de pouce protection de l'enfance. Et avec nous en direct par visioconférence, Hélène Romano, bonsoir. Merci d'être avec nous dans 17-19. Vous êtes psychothérapeute et donc régulièrement confrontée à ces questions d'inceste. Tout d'abord, Yelena, quand vous avez vu justement cette vague de messages avec ce hashtag #MeTooInceste, qu'est-ce que ça vous a inspiré? Qu'est-ce que vous vous êtes dit à ce moment-là? Étrangement, ça m'a fait plaisir finalement de voir. Alors bien évidemment, dans le contexte, ça me fait pas plaisir de savoir qu'il y a des victimes et qu'on est énormément, mais ça me fait plaisir de voir que les choses bougent et qu'on prend la parole et qu'on arrive en fait petit à petit à faire en sorte que les paroles se libèrent et que les personnes parlent. Vous aviez vous-même parlé avant ce hashtag, mais bien avant. Du coup, ça a été une libération de vous dire enfin, non seulement je suis pas toute seule, et en même temps toute la France, tout le monde peut se rendre compte qu'on est des millions à être victimes d'inceste et on pose les choses sur la table aujourd'hui. Oui, je pense que déjà c'était important de poser les choses sur la table et c'est aussi important, je pense, d'en parler pour pouvoir réagir en conséquence au niveau de la loi et pour qu'on comprenne qu'il y a vraiment des choses qui vont absolument pas et qui sont complètement aberrantes encore aujourd'hui. Justement, on va en parler dans quelques instants. Vous-même, on disait que vous avez été victime d'inceste. Ça laisse des traces aujourd'hui, d'un point de vue psychologique, par exemple? Bien sûr, bien sûr. Psychologiquement, professionnellement, personnellement, intimement. Il y a des choses qui partiront peut-être jamais, je ne sais pas. Après, j'ai la chance d'être suivie par des personnes qui sont très compétentes en la matière. Donc encore aujourd'hui, par exemple? Encore maintenant, oui. Ouais. J'ai un suivi important. Ça a mis beaucoup de temps à se mettre en place parce qu'on trouve pas forcément des thérapeutes qui comprennent et qui savent répondre surtout sur l'inceste. Mais c'est important d'avoir un suivi, c'est important d'en parler, c'est libérateur en fait. Et voilà, je suis sur le chemin de la résilience. Pardon de vous poser la question, qu'est-ce qui s'est passé vous dans votre famille justement? Alors moi, j'ai été violée par mon grand-père pendant plusieurs années, mon grand-père maternel. J'ai porté plainte contre lui à mes 17 ans. À l'époque des faits, vous aviez 11 ans. Au tout début des faits, oui, j'avais 11 ans et ça a duré jusqu'à mes 15 ans, près de 16 ans. Et il a été jugé aux assises en début d'année. Là, voilà, le jugement, le procès aux assises a eu lieu. Il a été condamné? Il a été condamné. Avec nous, Hélène Romano, comment avez-vous réagi justement après cette vague de messages? On a eu le sentiment, quelque part, les Français ont un peu découvert ce fléau de l'inceste et finalement, quand on voit ces chiffres, ils sont assez violents. Un Français sur 10 a été victime d'inceste au moins une fois dans sa vie. C'est votre quotidien, vous justement, quand vous recevez des patients, comment ça se passe au quotidien? Alors, les chiffres sont probablement très en deçà de la réalité parce que pour pouvoir faire ces statistiques, il faut avoir des personnes qui puissent oser parler, oser dire, qui soient pas débordées par la honte, la culpabilité et qui aient accès à la mémoire de ce qu'elles ont vécu. Donc, il y a probablement beaucoup plus encore de victimes que les chiffres déjà assez impressionnants qui sortent actuellement. Oui, c'est du quotidien. Dans la très grande majorité des situations, les victimes d'inceste se trouvent expulsées véritablement de leur famille, sacrifiées par la famille parce qu'elles marquent, elles sont le témoin de cette transgression fondamentale de notre société qu'est l'inceste. L'inceste, c'est un interdit majeur
dans la société. Et quand vous êtes victime d'inceste, vous portez ce stigmate-là et votre vie, elle est pas anéantie, bien évidemment, parce qu'on a des ressources pour se dégager de ces situations-là. Et vous êtes marqué quand même très souvent par cette double peine qui est l'expulsion du cadre familial. Et c'est probablement ça qui est nouveau pour la population inceste. Les gens savent que ça existe, mais peut-être que grâce au livre de Camille Kouchner, à tous ces témoignages, la population se rend compte que pour les victimes d'inceste, il y a cette double peine qui est l'expulsion du cadre familial. Les personnes se sentent totalement abandonnées et c'est une réalité du quotidien. Hélène Romano, comment vous expliquez que pour que les Français se rendent compte de manière massive de ce qu'est l'inceste et du nombre de personnes que ça touche, il faille une vague de témoignages? Pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à écouter au sein de sa propre famille la parole d'un enfant qui raconte ce genre de faits? Alors, moi, je suis aussi chercheur et dans les recherches qu'on a pu faire, et il n'y en a pas eu beaucoup sur les devenirs des victimes d'inceste, on va voir 3 profils de parents qui devraient protéger, qui ne protègent pas, ceux qui ont même été victimes et qui ne parviennent pas à protéger parce que ça réactive trop de choses dans leur histoire, ceux qui ne veulent pas savoir parce qu'ils sont centrés sur eux-mêmes et que pour le qu'en dira-t-on, leur carrière, les relations, etc., on est à la chape de plomb, chape de silence, et puis un petit pourcentage de parents qui devraient protéger, qui ne le font pas parce qu'ils sont dans l'emprise de l'autre parent qui va leur faire croire n'importe quoi, ou l'emprise d'un ami, de quelqu'un qui fait autorité et qui va créer la confusion et se victimiser par rapport à l'enfant. Donc ça permet de comprendre pourquoi la plupart des parents qui devraient protéger ne protègent pas. Là, il y a beaucoup de questions autour de ces mères qui ne protègent pas, qui préfèrent rester avec des parents, avec un père incestueux ou avec un beau-père incestueux, de familles qui vont préférer protéger le grand-père ou la fratrie plutôt que l'enfant victime. Et c'est parce que l'enfant victime d'inceste marque véritablement cette transgression fondamentale. Donc, il y a une sorte de déni global. Il ne faut pas que cet enfant puisse parler, même quand il est devenu adulte. Donc, il vaut mieux dire que c'est un menteur, qu'il est fou, qu'il est mythomane, qu'il est paranoïaque. Les victimes d'inceste savent très bien que c'est souvent ce qu'on va leur dire. Mais c'est vraiment important que les gens comprennent que les victimes d'inceste, c'est vraiment cette double peine. Il y a le fait d'avoir été attaqué dans la filiation, d'avoir été détruit sexuellement, d'avoir été anéanti dans son humanité. Il faut se reconstruire et vous vous reconstruisez seul. Ça passe en votre famille que vous pourrez compter, ça c'est très clair, on le voit malheureusement trop souvent dans les situations. C'est très exceptionnel que les familles soient présentes et soutenantes. Restez avec nous, Hélène Romano. Yelena Anglade, vous avez été soutenue justement par votre famille quand vous avez commencé à l'époque d'en parler? Difficilement. J'ai été soutenue par ma mère. Donc les faits ont eu lieu à partir de l'âge de 11 ans. À quel âge vous avez commencé à en parler? À mes 18 ans, à mes 17 ans, au moment où j'ai porté plainte. Ça a été difficile? Vous avez eu peur à l'époque justement d'être rejeté? Jusqu'à mes 17 ans, si j'en ai pas parlé, c'est justement parce que j'avais honte et parce que j'avais peur. Et en fait, la honte et la peur se trompent de camp. Parce que c'est pas à nous d'avoir honte de ce qu'on vit, de ce qu'on subit au quotidien. En fait. Comment réagit la famille une fois annoncé? La plupart m'ont tourné le dos, ou m'ont gentiment fait comprendre que j'étais soit folle, soit que je n'avais pas le droit de dire ce genre de choses sur mon grand-père. Ça a été très long. Encore maintenant, ma grand-mère est toujours avec lui, ne me parle plus depuis très longtemps et continue de dire que c'est de ma faute. Donc voilà, c'est pas évident. Vraiment, familialement parlant, on est complètement laissé pour compte et on n'a aucun soutien. On trouve le soutien ailleurs. Et justement, est-ce que le soutien, il se trouve, Pascal Cussig, à la fois peut-être dans la justice et dans les associations? Est-ce que de quelle manière vous aidez les victimes d'inceste? Alors, effectivement, les associations soutiennent les victimes dans leur démarche pour entamer une procédure ou obtenir un soutien psychologique. Mais moi, ce qui me pose question dans tout ce qu'on entend depuis l'apparition de ce MeToo inceste, c'est que vont faire les autres personnes, les personnes qui ont la chance de ne pas avoir été victimes? Que va faire la justice? Que vont faire les politiques de cette vague qui se lève? Que doivent-ils faire, les politiques, selon vous? Que doivent-ils faire? À mon sens, ils doivent se rendre compte que notre système juridique est totalement archaïque et inadapté à la problématique qui leur est soumise. Vous avez un système juridique qui, quand on ouvre le code pénal français, réprime le viol et l'agression sexuelle à condition qu'on arrive à apporter la preuve d'une contrainte. Et cet examen de la contrainte, il va avoir lieu à chaque affaire de viol. C'est notre discussion quotidienne devant les tribunaux. Même si l'enfant est très jeune,
On doit quand même caractériser qu'il a été contraint, ce qui est juste aberrant. Et même si l'enfant victime est victime d'inceste, c'est-à-dire qu'on considère que même en cas d'inceste, on pourrait consentir à son inceste, ce qui est une aberration. Alors qu'un enfant, finalement, est forcément contraint. Il est forcément contraint, mais ça, c'est la sagesse populaire que vous relayez là. Mais c'est pas ce qu'on retrouve dans le code pénal. Et il faut que ça change. Il est impératif et urgent que ça change. On avait eu ces discussions en 2018 au moment de la loi Schiappa. On nous avait assuré qu'on n'aurait plus ce débat sur le consentement de l'enfant qui est jugé à juste titre comme malsain. Et c'est pas du tout ce que la loi Schiappa a transcrit dans le code pénal. Donc il est urgent maintenant que ça change et il faut réformer notre système juridique. Entre parenthèses, d'autres pays ont un système avec un âge de non-consentement et ça pose aucune difficulté. Donc nous, on est en retard. La Grande-Bretagne a un âge de non-consentement depuis 60 ans. Yelena, vous nous disiez que vous avez porté plainte, qu'il y a eu une action en justice, que votre grand-père a été condamné. Est-ce que ça vous a permis de vous dire, d'accord, cette affaire, elle a des conséquences sur moi dans toute ma vie, mais je suis en train de commencer à tourner la page. L'action en justice me permet de reconnaître ce statut de victime, finalement. Alors oui, mais tardivement. C'est-à-dire que quand j'ai porté plainte à mes 17 ans, ça m'a absolument pas aidé, en fait. Complètement, ça m'a même limite plus détruit, parce que ça m'a rappelé tout ce qui se passait, j'ai dû m'en souvenir, on me croyait pas. On m'a fait beaucoup d'expertises psychiatriques, psychologiques. Lui niait les faits, donc ça a été très long. Ensuite, on m'a oublié. La justice m'a oublié pendant des années. J'avais même plus d'avocat, une période. Donc ça a été très compliqué. Vraiment, c'était un parcours judiciaire c'est le parcours du combattant. Alors moi, à titre personnel, effectivement, j'invite les victimes à le faire. Mais je veux leur dire que c'est pas facile, très clairement. Pascal Cussig, quelque part dans le malheur de Yelena, la chance qu'elle a pu avoir, c'est de pouvoir faire juger justement, d'aller jusqu'au bout dans cette affaire. Oui. Sauf qu'il y en a aussi pour qui, malheureusement, les faits sont prescrits. C'est un débat aussi, justement. C'est une question qu'on se pose, que tout le monde se pose. Est-ce qu'il faudrait pas rendre les crimes commis contre les enfants imprescriptibles, comme le sont les crimes contre l'humanité, par exemple? Alors oui, effectivement, Yelena a eu la chance d'obtenir la condamnation de son agresseur. C'est pas tout à fait une chance, c'est parce elle s'est acharnée et battue pour obtenir notamment que l'affaire soit jugée aux assises et non pas correctionnalisée, comme on le voit beaucoup trop souvent. Mais oui, la question de la prescription est évidemment importante. Moi, il me semble que le système tel qu'il est aujourd'hui n'est plus acceptable. On voit dans l'affaire du Hamel que cette affaire est du coup traitée sur les réseaux sociaux ou dans les médias, alors que c'est un juge qui devrait avoir à statuer sur cette affaire-là. On a vu la même chose sur l'affaire Flavie Flament, où elle a dû écrire un livre et où la personne qui était mise en cause a fini par se suicider. Qui peut se satisfaire de ce système-là? La prescription est censée garantir un bon ordre public et on se rend compte que l'ordre public n'est pas garanti du tout. Donc on est aujourd'hui à une époque où le droit à l'oubli n'est plus le même qu'il y a 50 ans et qu'il n'y a plus de droit à l'oubli avec la possibilité de déposer plainte avec un délai plus long et avec l'internet, etc. Le droit à l'oubli ne doit plus être considéré comme un obstacle pour que les victimes aient accès à un tribunal. Mais est-ce qu'on voit aujourd'hui cette libération de la parole qui se passe sur les réseaux sociaux, elle est intimement liée finalement aussi à la question de la prescription, parce que Adrien Taquet disait, voilà, la prescription c'est 30 ans, il faut que les victimes parlent avant. Oui, mais comment, finalement? Alors, c'est assez étonnant d'entendre le secrétaire d'État à la protection de l'enfance parler comme ça, parce que on sait bien qu'un enfant victime, et Hélène Romano, qui est sur le plateau par Skype, dira la même chose, à mon sens, on sait bien qu'il y a un temps de libération de la parole. La victime ne choisit pas à quel moment... 30 ans, c'est pas assez? Alors, 30 ans, moi, ça me pose difficulté, parce que on voit qu'il y a des affaires où il y a... Il y a de l'amnésie traumatique aussi. Alors, l'amnésie traumatique pose problème. Le fait que des victimes de bonne foi peuvent, pendant une période, avoir occulté avoir été victimes, et on l'a déjà vu. Donc, ce délai pose question. Et il y a des pays qui ne connaissent pas de système de prescription, et c'est pas pour autant que leur système s'écroule. Moi, il me semble que les crimes contre l'enfance devraient effectivement... Alors, si on a des difficultés à les faire entrer dans le crime contre l'humanité, je peux l'entendre, mais on pourrait imaginer que les crimes contre l'enfance soient eux aussi imprescriptibles, au même titre que le crime contre l'humanité.
Hélène Romano, j'imagine que vous avez aussi un avis à donner sur cette question-là. Est-ce que, dans la mesure où on l'a beaucoup vu dans les témoignages aussi, qu'il y avait une difficulté à se livrer, à se remémorer aussi les scènes traumatiques, puisqu'il y a certains qui ont été temporairement amnésiques de ces faits traumatiques, est-ce qu'il faudrait justement rendre ces crimes imprescriptibles? Alors, je vais rejoindre Maître Cussig. L'enfant, c'est le devenir de l'homme. Hein. L'enfant, c'est le devenir de l'humanité. Donc, à ce titre-là, l'inceste, les crimes commis sur les enfants devraient être imprescriptibles parce que ce sont moi, le terme que j'utilise, de génocide identitaire. Ça vous détruit l'humanité d'un enfant et la reconstruction est très longue, très douloureuse, très difficile. D'autant plus dans les situations où la plupart de ces enfants victimes d'inceste ou de violences intrafamiliales sont lâchés par leur famille. Le rendre imprescriptible, ça serait logique dans la logique de l'imprescriptibilité pour les crimes contre l'humanité, parce qu'en effet, les crimes contre un enfant sont des crimes qui attaquent l'humanité. Maintenant, il y a une autre dimension à prendre en compte, et c'est peut-être ça qu'a voulu dire M. Taquet, c'est que la justice, telle qu'elle est actuellement conçue, peut réparer au niveau judiciaire, mais ne peut pas restaurer au niveau psychique. Et votre invité le disait très clairement, la procédure judiciaire, c'est extrêmement long. Déjà, porter plainte, il faut parvenir à le faire psychiquement, financièrement, ce qui est compliqué. Ça prend du temps, c'est difficile, ça vous réactive en permanence. Il faut vous justifier parce qu'il faut pouvoir approuver que vous avez été victime, ce qui est extrêmement impossible pour des faits qui se sont passés quand vous étiez petit. Les bébés violés, ça existe, les enfants violés, ça existe très tôt. Quand ils ont 30, 40 ans, aller prouver que vous l'avez été, c'est extrêmement compliqué. Donc, porter plainte avec l'idée de se détacher de l'auteur et de faire en effet que la honte change de camp, que l'oubli change de camp, ça c'est fondamental. Peut-être donner une autre dimension à la procédure judiciaire parce qu'on a 80% des plaintes pour viol qui sont classées sans suite dans notre système pénal actuel. Il faut le rappeler. Les victimes d'inceste qui portent plainte à l'âge adulte, majoritairement, n'obtiennent pas de réparation au sens juridique du terme. C'est pas pour ça qu'il faut pas porter plainte, mais si on ne change pas le système actuel au niveau pénal, c'est-à-dire aux victimes de prouver qu'elles ont été victimes, on ne s'en sortira pas dans l'attente des victimes de la réparation judiciaire. La réparation judiciaire, c'est pas la restauration psychique. Donc, on a besoin de donner une accessibilité aux soins psychothérapeutiques gratuits pour les victimes enfants de crimes, entre autres de victimes sexuelles, qui est une possibilité d'accéder à des avocats spécialisés, parce qu'en effet, il y a aussi tout un coût de procédure, que ces deux dimensions-là soient prises en compte, ça serait déjà énorme comme avancée. Merci beaucoup Hélène Romano. Yelena Anglade, qu'est-ce que vous dites à ceux aujourd'hui qui hésitent encore à parler? En moins de 30 secondes. De le faire quand même, parce que ce qui va en découler est beaucoup plus important pour une victime que toutes les épreuves par lesquelles elle va en passer pour aller jusqu'à la condamnation. De le faire, de tenter, de rien lâcher. Merci beaucoup Yelena Anglade. Je vous souhaite bien sûr bon courage pour la suite et votre chaîne YouTube, Elana, la prophétie. Merci d'avoir été avec nous. Merci Pascal Cussig également et Hélène Romano d'avoir été nos invités dans ce 17-19 de France Info qui s'achève bien sûr avec Lucie Chaumette. On se retrouve dès demain à 17h dans un instant.